bienvenue à ce troisième webinaire de la série Rebondir de Concertation Montréal. Mon nom est Philippe Massé, je suis de l'équipe Diversité et Parité au sein de Concertation Montréal. Donc, on a le plaisir aujourd'hui de discuter de diversité et d'inclusion au sein de vos organisations. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. C'est la mission de notre initiative Leadership Montréal à Concertation Montréal. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Madame Corinne Bégri qui sera avec nous pour la prochaine heure pour traiter d'un sujet très vaste qui nécessite certainement plus qu'une heure pour aller dans les détails, mais on va en faire un survol aujourd'hui pour soulever quelques questions importantes, voir des exemples dans l'actualité des organisations qui se sont positionnées pour cheminer, parce que ce n'est pas tout ou rien, c'est un long continuum pour cheminer vers de meilleures pratiques inclusives au sein des organisations. On avait initialement prévu cet atelier avec Lou Patouillard du Y des femmes de Montréal qui n'a pas pu se joindre à nous, donc ça a été un changement assez récent là, dans l'organisation de l'événement. On va essayer de faire quelque chose avec Madame Patouillard plus tard en 2022 et je remercie énormément Madame Bégri qui a pris à pied levé là, qui a repris la thématique qu'elle maîtrise évidemment très bien pour faire un webinaire d'une heure avec vous ce midi. Donc, on aura, je pense, un très beau survol de la question. Donc, je ne vais pas m'étirer ici. Madame Bégri est formatrice en gestion de la diversité en milieu de travail. Donc, elle étudie dans le domaine, elle enseigne, elle voit des pratiques au sein d'organisations de différentes tailles. Elle a pris connaissance de vos questions et elle nous a montré un contenu fort intéressant qu'on va voir tout de suite. Donc, Corinne, je vous cède la parole et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe. Est-ce que tout le monde voit bien ma présentation? J'espère que oui. C'est parfait. Parfait. Ben, merci Philippe, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai effectivement pris connaissance de vos questions. On va faire un tour rapide, comme disait Philippe, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments pratico-pratiques justement pour répondre à un certain nombre de vos questions. Je suis vraiment très, très contente d'être là aujourd'hui. Puis, c'est toujours un petit peu spécial de ne pas voir les gens en face de nous. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai, le chat est ouvert là, sur mon deuxième écran. Donc, j'essaierai de répondre peut-être pendant la présentation si on a le temps. Puis sinon, on gardera peut-être un petit 5 minutes ou 10 minutes à la fin de la séance pour répondre aux questions. Donc, aujourd'hui, on va parler d'équité, diversité et inclusion dans les organisations. Philippe avait préparé un nuage de mots, puis je trouvais que c'était intéressant de commencer avec ça parce que tous les mots qui ressortent, diversité, inclusion, comment, organisation, c'est pas mal à partir de ça que j'ai calibré la présentation. Quand on parle d'équité, diversité et inclusion, de quoi parle-t-on finalement? On en entend beaucoup parler. C'est un sujet d'actualité, on va dire, depuis 2 ans. Beaucoup d'organisations se posent des questions, se remettent en question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être des entreprises, des organisations inclusives? Donc, je vais vous partager aujourd'hui quelques éléments de définition, mais aussi des éléments pour vous donner peut-être des pistes pour vous dire comment on commence, avec quoi on commence, que ce soit au niveau de l'organisation en tant que telle, des employés, de la dotation, mais aussi par rapport à la gouvernance et au conseil d'administration. J'ai eu la chance d'être sur 2 conseils d'administration pendant 8 ans d'organismes communautaires et entreprises d'économie sociale. J'ai été présidente pendant 4 ans de ces 2 conseils d'administration. Donc, je vais aussi peut-être en profiter pour vous partager des choses que l'on peut faire quand on est une petite organisation. La diversité, c'est quoi la diversité? La diversité, il n'y a pas une diversité. La diversité, c'est toute une gamme de personnes. Alors,
Souvent, elles sont catégorisées. Ça peut être des catégories qu'on utilise en statistique, Statistique Québec, Statistique Canada, pardon, ou Emploi Québec vont parler de personnes immigrantes, de femmes, d'Autochtones. On va aussi peut-être parler, on a les minorités visibles, on parle aussi de personnes racisées. Donc ça, c'est plus des concepts sociologiques, mais la diversité dans nos organisations, la diversité dans notre société est composée de toutes ces personnes-là. Des personnes immigrantes, des personnes qui font partie des minorités visibles. Donc, la personne qui est minorité visible, c'est pas forcément une personne immigrante. Les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap. On parle de handicap, on a des handicaps visibles. On peut parler aussi de personnes avec limitation. On a aussi les handicaps invisibles. On a toute la question de la neurodiversité qui est importante aussi dans les organisations. Les travailleurs expérimentés, les personnes autochtones, les personnes des communautés LGBTQ+. Donc, vous voyez que la diversité, c'est vraiment un grand bassin de personnes. Et quand on parle de gestion de la diversité, ben, ça fait partie des personnes dont on parle. Donc, oui, vous allez recevoir la présentation PowerPoint. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit. Vous allez recevoir la présentation PowerPoint à la fin du webinaire. Donc, pas de souci avec ça. On parle d'équité, de diversité, d'égalité, d'inclusion. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis, c'est quoi la différence finalement entre l'équité et l'égalité? Vous connaissez certainement ce schéma qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux pour expliquer vraiment quelles sont les différences entre l'équité et l'égalité pour arriver à l'inclusion. Donc, on va s'attarder un petit peu à ça aujourd'hui. L'égalité, comme vous voyez, c'est de donner le même traitement à chaque personne dans notre organisation ou dans notre conseil d'administration. Sur le schéma, dans la première photo à gauche, vous voyez 3 personnes de taille différente qui n'ont pas la même possibilité de voir le match parce qu'il y a une barrière devant eux. Et ces personnes-là, devant elles, pardon, et à ces personnes-là, on va donner 3 boîtes de taille identique pour qu'elles aient un traitement égal pour les aider à regarder ce match. Mais on se rend compte qu'un traitement égal ne fait pas disparaître la barrière. Alors, on se tourne plus vers des traitements dits équitables, où là, on va adapter les boîtes, la taille des boîtes ou le nombre des boîtes. Donc, nous, ça peut être des processus, des procédures qui vont être plus adaptés pour certaines personnes, sans être une barrière supplémentaire pour les gens qui n'en avaient pas. Donc, dans la deuxième photo, vous voyez que nos 3 personnes ont une vue identique finalement du match avec les accommodements ou avec les boîtes, les procédures qu'on a pu adapter à chacune de leurs situations. L'idée de l'inclusion, c'est d'effacer la barrière. Donc, de faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de traitements spéciaux ou d'ajustements qu'on pourrait éviter si on enlève les barrières. Donc, l'inclusion, c'est de faire en sorte que les barrières s'affaissent devant chacun et chacune pour finalement arriver à une justice sociale. On tend tous et toutes à aller vers une justice sociale. J'espère que ça va jusqu'à présent. Quand on aborde la question de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, ben, on parle évidemment de tout ce qui concerne les biais inconscients. Il faut savoir qu'on a tous des biais, on a tous des préjugés. Qu'est-ce que c'est un biais? Ben, un biais, ça vient du fait que notre cerveau va emmagasiner énormément d'informations tous les jours, toutes les semaines, toute notre vie. De l'information qui vient des médias, qui vient de notre environnement familial, qui vient de notre environnement professionnel, de notre environnement scolaire. Donc, toute l'information qu'on emmagasine tout au long de notre vie va être stockée dans notre cerveau
Et quand on a des décisions à prendre, quand on a besoin d'agir rapidement, le cerveau va puiser dans ces informations-là et parfois faire des raccourcis pour nous aider à prendre des décisions. C'est ce qui fait qu'on va avoir des biais parfois, c'est pour ça qu'on les appelle inconscients. Je ne parlerai pas des biais conscients parce qu'il y en a, ça existe, mais les biais inconscients, c'est vraiment tout ce qui concerne les stéréotypes, les préjugés, tout ce que notre environnement a construit, tout ce que nous avons entendu tout au long de notre vie et qu'on a stocké au fond de notre cerveau. Donc, un stéréotype, ça va être, par exemple, une image qui est véhiculée sur un sujet dans un cadre de référence donné. Ça peut être une image négative ou positive, mais elle est souvent caricaturale. Là, je ne l'ai pas mise, mais en formation, j'utilise souvent l'image du français caricatural avec un bonhomme avec un béret, une baguette sous le bras et puis un verre de vin à la main. Ça, c'est un stéréotype. C'est de caricaturer les Français de cette façon-là. On sait très bien que la culture française est diversifiée, que les Français sont diversifiés et on ne peut pas généraliser finalement une personne à son origine nationale. Un préjugé, ça va être une opinion préconçue, qui peut être positive ou négative également, à l'endroit de quelqu'un ou d'une communauté ou d'une profession. Et c'est une idée toute faite. On va entendre parfois les Asiatiques sont bons en maths. On va entendre parfois les comptables sont des gens binaires ou les informaticiens sont des gens binaires. Donc, on a des préjugés par rapport à une profession, par rapport aux personnes qui exercent cette profession ou un préjugé par rapport à une origine nationale ou des préjugés par rapport aux femmes ou des préjugés par rapport aux personnes autochtones. Et en ayant des préjugés, des stéréotypes, ben, c'est sûr qu'on va avoir un impact dans nos interactions, dans nos interrelations avec les personnes issues de la diversité, quelle qu'elle soit. Et l'idée, c'est quand même d'en prendre conscience et de mesurer aussi les impacts que nos biais inconscients peuvent avoir. Je vais vous donner quelques exemples de biais sur lesquels c'est facile, entre guillemets, de travailler, de se rendre compte qu'on a des biais, puis de se dire, ah ben ça, peut-être que c'est un biais d'affinité ou un biais de confirmation. Peut-être que je pourrais faire attention avec ça. Donc, un biais d'affinité, c'est la façon dont on va considérer une personne, par exemple, pendant un recrutement ou si on est dans une relation d'affaires, quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui fait du skido comme nous, ou quelqu'un qui vient de la même école que nous, ou quelqu'un qui a fait les mêmes études que nous, quelqu'un qui travaille sur les mêmes sujets que nous. On va avoir tendance à être attiré par ces personnes-là et dans les recrutements, on va peut-être avoir tendance à avoir un préjugé positif par rapport à ces candidats ou ces candidates-là. Et bien, on va recruter ces personnes-là. Ce qui va faire en sorte que nos milieux risquent d'être plus homogènes et de nous ressembler plus si on est comme ça, on a des biais d'affinité. Donc, c'est de se dire, bon, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, oui, on a des affinités, oui, on est allé à la même école, mais est-ce que c'est vraiment la personne qui a les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui dans mon organisation ou sur mon conseil d'administration? Le biais de confirmation, c'est un biais qui va venir confirmer un préjugé qu'on va avoir à l'encontre d'une personne ou d'une communauté ou d'une profession. J'ai entendu souvent oh, les Africains sont tout le temps en retard. Les gens qui viennent d'Afrique sont en retard. Si vous avez un collègue qui vient d'un pays d'Afrique et puis qui un matin arrive en retard, vous allez dire ah ben je le savais bien, elle vient d'Afrique, donc c'est normal, elle est en retard. C'est un biais qui vient confirmer. C'est une situation qui va venir confirmer votre biais par rapport à ces stéréotypes ou ces préjugés que vous pouvez avoir. Puis, encore une fois, je ne juge pas quand je vous dis ça. Je ne porte pas de jugement sur ce que vous pensez ou ce que vous faites.
c'est simplement qu'on a une prise de conscience à faire par rapport à nos biais. Puis encore une fois, on en a tous. Donc, les biais de confirmation, les biais de genre, ça va être par exemple, pendant des entrevues, peut-être avoir un jugement biaisé par rapport à une femme qu'on va avoir en face de soi et de se dire, on va la juger par rapport à sa situation de femme, à son état de femme ou de mère. On va se dire, ah ben, elle a peut-être des enfants. Est-ce qu'elle va être aussi impliquée qu'on pourrait l'attendre d'une employée parce qu'elle a des enfants? Je vais vous partager un exemple personnel, là. Moi, pendant un moment, j'étais présidente de 2 conseils d'administration. Je suis en train de faire une thèse à l'université de doctorat. J'ai une entreprise. Je travaille sur plusieurs projets en même temps. Et je me suis fait souvent demander, mais où est-ce que tu trouves le temps pour t'occuper de tes enfants? Comment ça se passe? Et ça, là, mon conjoint qui est occupé, lui aussi, n'a jamais eu cette question-là. Donc, c'est des biais de genre. On va se dire aussi que des femmes dans des milieux traditionnellement masculins, ça va être peut-être plus compliqué ou on n'a pas l'habitude d'avoir des femmes. Donc, ça, là, la perception qu'on a de la place des femmes dans les organisations, dans certaines professions, c'est un biais de genre qui va venir influencer nos décisions de recrutement, d'intégration dans nos organisations. Et puis, un biais culturel, eh bien, ce sont des biais qui sont liés à la perception qu'on a des personnes immigrantes. Donc, est-ce que le fait de se dire, ah, ben, cette personne-là, elle vient de tel pays, je ne suis pas capable de reconnaître ses diplômes, puis je ne sais pas son expérience professionnelle si elle est valable, culturellement, est-ce qu'elle va s'intégrer dans notre organisation? Ça peut mener à de la discrimination. Donc, on ne veut pas de discrimination, on ne veut pas avoir de pratiques discriminatoires, mais parfois on le fait de façon tout à fait inconsciente, mais nos actions vont faire en sorte qu'on a des pratiques discriminatoires. Dans la présentation que vous allez recevoir, je vous ai préparé une liste de ressources, une petite boîte à outils. Il y a la possibilité de cliquer sur un lien. C'est tous des liens cliquables disponibles sur Internet, des ressources gratuites. Et vous avez la possibilité de faire le test du département de psychologie de Harvard qui s'appelle Implicit. Et c'est d'aller voir, on peut le faire en français ou en anglais en fonction de la langue avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et vous allez tester votre propension à être biaisé ou pas par rapport à certaines catégories, des jeunes, des moins jeunes, des personnes noires, des personnes blanches. Donc, c'est plusieurs catégories comme ça qu'on peut aller tester. Et c'est vraiment intéressant d'aller voir où sont nos biais finalement, alors qu'on ne pensait pas avoir de biais par rapport à certaines catégories de personnes. Vous avez également le lien vers la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, où vous allez avoir une multitude d'informations concernant le recrutement et sans discrimination. Donc, les biais ont des impacts dans nos processus de dotation. Les biais ont des impacts dans les relations qu'on a avec nos collègues et aussi dans la gouvernance de nos organisations. Comme je vous disais tout à l'heure, avec un biais d'affinité, si on a tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent, si on a tendance à recruter pour faire un fit, je sais que beaucoup d'organisations mettent dans leurs offres d'emploi ou cherchent la perle rare, voudraient que les personnes soient un fit dans les organisations. Ça peut être un petit peu dangereux, ça peut être un petit peu biaisé de vouloir avoir un fit ou la perle rare, parce qu'en plus, dire on cherche la perle rare va peut-être faire en sorte qu'il y a des personnes qui ne vont pas appliquer. Elles ne vont pas appliquer. Je lisais récemment une statistique qui était quand même assez impressionnante, c'est que sur un poste donné, des hommes vont appliquer même si ils ne correspondent qu'à à peu près 60% des critères, alors que des femmes vont vouloir appliquer quand elles ont 100% des critères, qu'elles répondent à 100% des critères de l'offre d'emploi. Donc, c'est sûr que si dans nos offres d'emploi, on écrit on cherche la perle rare
Et on a toute une liste de critères très, très, très longue. Peut-être qu'on on va manquer des candidatures parce que ces personnes-là ne vont pas appliquer. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de nos biais, des impacts qu'ils peuvent avoir, tant au niveau individuel qu'organisationnel. Et on ne demande pas de faire une révolution, là, c'est vraiment une prise de conscience personnelle, mais aussi au niveau de l'organisation, de voir notre organisation, comment elle se positionne dans l'inclusion, dans l'intégration des personnes issues de la diversité. Ce qui revient souvent, ça a été la question, oui, mais l'EDI, est-ce que c'est une mode? J'ai vraiment accroché sur vos questions. Est-ce qu'on se lance en EDI pour cocher une case? Effectivement. Est-ce qu'on veut plus de justice sociale? Est-ce que c'est vraiment dans l'ADN de notre organisation? Est-ce que c'est dans les valeurs de notre organisation d'être une organisation inclusive? Est-ce que c'est plus pour avoir une bonne image de marque et attirer des personnes dont on a besoin? On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre actuellement. C'est vraiment, il faut vraiment se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va se lancer en EDI et c'est quoi nos objectifs là-dedans? Vraiment se positionner. Est-ce que c'est une stratégie marketing, un engagement réel? Je vous ai mis l'actualité 2020-2021 et ça a été marqué par la mort de George Floyd et également celle de Joyce Echaquan, qui ont fait en sorte que, en plus, dans un contexte de pandémie COVID-19 où il y avait peu d'actualité, si ce n'est le nombre de personnes qui étaient touchées chaque jour par la COVID, il n'y avait pas de sport, il n'y avait pas tout ce qui était artistique a été fermé, tous les sports ont été fermés. Donc, l'actualité de tout ce qui concernait les injustices sociales, la discrimination a eu de la place et ça a fait en sorte qu'on en a beaucoup parlé. Et effectivement, ça a été une prise de conscience pour beaucoup d'organisations, puis ça a été le moment de se dire, bon, c'est peut-être un moment pour nous de prendre des bonnes décisions, de s'arrêter, de faire un diagnostic, un bilan et de travailler nos processus et nos procédures. On voit également de plus en plus d'offres de conseillers, de conseillères ou de directeurs et de directrices EDI. Les organisations se dotent de plus en plus de ce type de personnes au sein de leurs organisations. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à toutes les entreprises, là, des petites entreprises qui n'ont pas de service de ressources humaines, des petites organisations où il n'y a pas vraiment de spécialistes des ressources humaines, où c'est le directeur, la directrice, le comptable, la comptable, le secrétaire, la secrétaire qui va s'occuper des recrutements, qui va s'occuper de faire l'évaluation des besoins, des compétences. Ça peut être plus compliqué de mettre en place des grosses mesures EDI. Donc, on en parlera tout à l'heure. Mais de plus en plus d'organisations s'engagent ou se font interpeller pour s'engager à faire plus et mieux. Je vois dans les commentaires, le terme perle rare est aussi souvent utilisé dans une offre d'emploi où on en demande beaucoup pour un maigre salaire. C'est vrai, malheureusement. Et que recommandez-vous comme formation si on veut se certifier en EDI? Je vous ai mis dans les ressources le CCDI, qui est le Centre canadien de diversité et d'inclusion, qui donne des formations en français et en anglais. Vous pouvez faire une certification. Moi, j'ai suivi la formation l'année dernière. Je trouvais ça vraiment intéressant. Il y a aussi à l'Université Laval, et puis là, je ne suis pas très objective parce que c'est moi qui coordonne le projet, mais une maîtrise sur mesure en équité, diversité et inclusion, qui est une maîtrise professionnelle pour préparer des futurs conseillers, conseillères en EDI ou des personnes au sein de l'organisation qui veulent avoir un poste en EDI. Il y a des micro-programmes dans certaines universités en EDI, des micro-programmes de 5 cours à peu près. Donc, il faut que vous alliez voir dans les universités, là, les programmes qui sont offerts. Il y en a qui sont plus ou moins chers, il y en a qui sont en ligne, d'autres en présence. Donc, il y a beaucoup de programmes qui se font de plus en plus pour former des personnes en EDI.
Je vous ai mis quelques copies d'écran. Je voulais vous faire une belle petite infographie, mais je ne suis pas très douée. Donc, pour vous montrer à quel point ça a été important ces 2 dernières années dans la presse, comment certaines organisations se sont faites interpeller pour mettre en place des programmes en EDI, la pression qui pouvait être mise parfois sur certains secteurs ou comment certaines organisations ont mis de l'avant le fait qu'elles avaient des programmes en EDI. Donc, on ne les regardera pas en détail, mais vous les verrez là dans la présentation PowerPoint. Donc, l'urgence de bâtir un nouveau dialogue social. La Caisse de dépôt doit faire mieux. Donc, on dit à certaines organisations qui sont aussi importantes que la Caisse de dépôt qu'elle n'en fait pas assez. Au niveau politique, on va voir plus de diversité. Au niveau artistique, on a des postes de directeurs, de directrices de la diversité. Les entreprises qui veulent peut-être redorer leur blason, la Fondation Walmart s'engage à investir 20 millions de dollars sur 5 ans afin de faire progresser l'équité des Canadiens noirs et autochtones. Un nouveau site pour le recrutement et l'équité en emploi dans les universités québécoises. Les universités ont fait un énorme travail ces 2 dernières années en termes d'équité, de diversité et d'inclusion. L'université TELUC, les villes aussi. Montréal s'est doté d'une directrice du service de la diversité et de l'inclusion sociale. On veut contrer la discrimination systémique. On a un plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi à la ville de Montréal. À Québec, on a engagé l'année dernière une personne comme experte en équité, diversité et inclusion. Donc, comme vous voyez, tous les secteurs d'activité, tous les niveaux sont impactés et ont travaillé fort pour mettre de l'avant, pour se doter de politiques, de principes, de processus, de procédures en équité, diversité et inclusion. Mais évidemment, ce sont des grosses organisations. Donc, on va voir là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une plus petite organisation. Je voudrais simplement vous dire quelque chose. Moi, ça c'est moi qui parle, là. Pour moi, la diversité est un fait. La diversité, elle est là. Elle est dans nos organisations, elle est dans notre société. Nous faisons partie de la diversité. Faire de l'inclusion, c'est un choix. C'est un choix d'organisation, c'est un choix de conseil d'administration, c'est un choix d'entreprise, c'est un choix personnel, c'est un choix d'équipe de travail. Et à partir du moment où on fait ce choix-là, avec évidemment des perspectives pour arriver vers la justice sociale, bien, on va se doter d'outils et d'éléments pratiques. Donc, quelques éléments pratiques qu'on va voir aujourd'hui. Par où commencer? C'est qui s'occupe de l'EDI? Qui a la responsabilité de l'EDI dans une organisation? Donc, on commence avec quoi? Là, on va commencer simplement avec un diagnostic parce que ce n'est pas efficace de partir dans tous les sens, de se dire, bon, on va faire de l'équité, de la diversité, l'inclusion, on veut une politique en EDI, on va se doter d'outils. Oui, mais d'abord, faisons le point. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont nos pratiques? Quelles sont nos procédures? Quels sont nos processus? Où est-ce qu'on en est avec tout ça? Est-ce que déjà, on a des processus formalisés d'accueil et d'intégration, par exemple, dans nos organisations ou comme conseil d'administration? Nos offres d'emploi, comment est-ce qu'elles sont? Est-ce que quand on fait une offre d'emploi, on pense compétences ou on pense à la personne qui était là sur le poste et qu'on veut remplacer puis qu'on essaye d'avoir la même personne, ou est-ce qu'on va aller chercher finalement pour ce poste-là qui a évolué ces 10 dernières années des compétences qui sont différentes? Donc, c'est toute cette réflexion qu'on va mener pour commencer. Donc, un diagnostic de nos pratiques, de nos processus, de nos procédures. Et est-ce que tous ces processus, est-ce que toutes ces procédures sont inclusives et sont exemptes de biais? C'est la question à se poser d'abord. Donc, en dotation gouvernance, quelques pistes avec vous.
Qu'est-ce qu'on cherche comme compétence? Je pense que quand on commence pour faire du recrutement, on établit nos besoins et on a besoin de quel type de compétences? C'est pas forcément une personne, on ne veut pas forcément la perle rare. Oui, on la veut, la perle rare, mais on sait que c'est un concept abstrait, la perle rare. Un fit, encore une fois, on a besoin de personnes qui ont des compétences, tant dans notre organisation. On va avoir besoin de quelqu'un qui a des compétences en ressources humaines, en comptabilité, en relation avec les personnes, en intervention sociale, en travail social, des compétences artistiques si on est dans un organisme qui fait du théâtre, par exemple. De quelles compétences on a besoin? Comme conseil d'administration, quand on veut recruter un membre pour notre conseil d'administration, une personne pour notre conseil d'administration, est-ce qu'on cherche quelqu'un en particulier ou est-ce qu'on a besoin de compétences autour de la table? Pour avoir présidé un conseil d'administration, nous, on avait fait l'exercice de se dire, bon, quelles sont les compétences qu'on a autour de la table? Les membres du conseil d'administration actuel, est-ce qu'ils représentent plusieurs facteurs d'activité? Qu'est-ce que ça apporte à l'organisme? Est-ce qu'il y a une plus-value d'avoir des personnes qui viennent de secteurs différents? Est-ce qu'on a une diversité de personnes aussi autour de la table? Si vous avez regardé mon profil, vous verrez rapidement que j'étais sur le CA du Centre multiethnique de Québec, donc qui est un organisme qui fait de l'accueil et de l'installation de personnes immigrantes et notamment de réfugiés. Donc, ça prenait autour de la table des gens qui sont issus de l'immigration. Donc, on a enchâssé ça dans les règlements généraux. Il nous faut un conseil d'administration qui soit aussi représentatif de la clientèle de l'organisme pour connaître les besoins de ces personnes-là. Donc, ça, c'était un diagnostic qui a été fait au sein du conseil d'administration avec les membres du conseil d'administration de se dire quels sont les besoins qu'on a de compétences autour de la table pour répondre au mieux à notre mission d'administrateur et d'administratrice de cet organisme. Donc, on travaille autour des compétences. Quand on établit une fiche de poste, la fiche de poste, est-ce que on y va avec, comme je vous disais tout à l'heure, si on veut remplacer quelqu'un, le copier-coller de la personne qu'on avait à ce poste-là? Est-ce que cette personne-là, elle était là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans? Est-ce que le poste a évolué depuis qu'elle est rentrée en fonction? Est-ce qu'on veut vraiment aussi la même façon de travailler? Est-ce que les compétences dont on a besoin sont toujours les mêmes ou est-ce qu'on veut élargir les compétences? Ça a pu évoluer beaucoup en 5 ans, en 10 ans, en 15 ans. Donc, quand on établit notre fiche de poste, vraiment s'assurer qu'on va vraiment faire le tour des compétences dont on a besoin, ça va éviter de rentrer dans des considérations qui vont être biaisées. Notre offre d'emploi. L'offre d'emploi, est-ce qu'on a l'habitude de noter dans nos offres d'emploi que notre organisation est ouverte à la diversité, que notre organisation est inclusive? Nous acceptons les candidatures de toute personne intéressée et ayant les compétences. Nous sommes une organisation ouverte à la diversité. N'hésitez pas à postuler, quelle que soit votre origine. En tout cas, il faut trouver une formule là qui dit que votre organisation, elle est ouverte à la diversité, elle est ouverte à différentes personnes parce que chaque personne va apporter une richesse dans l'organisation. Est-ce que vos bassins de recrutement sont diversifiés? Quand vous recherchez du personnel pour vos organisations, quand vous recherchez des personnes pour devenir membre de votre conseil d'administration, où est-ce que vous allez faire ce recrutement-là? Est-ce que vous recrutez avec le bouche à oreille? Est-ce que vous faites du référencement interne? Est-ce que vous allez auprès d'organismes qui sont spécialisés dans l'accompagnement et l'employabilité de personnes issues de diversité? Est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux? Donc,
où est-ce que vous allez recruter? Quels sont les bassins de recrutement? Est-ce qu'ils sont suffisamment diversifiés pour vous permettre d'aller recruter des gens qui sont issus des diversités? Je vous ai mis sur la diapo de collaborer avec les organismes du milieu. Pour moi, ce sont des agents vraiment très importants. Ce sont des aides vraiment très, très importantes quand on veut faire du recrutement, notamment quand on n'a pas de service de ressources humaines dans notre organisation, parce qu'eux, ils savent. Ils ont une clientèle qu'ils connaissent. Ils ont déjà travaillé les CV avec ces personnes-là. Ils les ont déjà préparés pour faire les entrevues. Donc, si les organismes vous présentent des candidatures, c'est parce que ils les ont déjà évaluées et ils vont vous dire, cette personne-là peut répondre à votre besoin de telles compétences. Si vous allez si par exemple, vous voulez embaucher une personne qui a un profil qui vous intéresse, mais que cette personne-là, elle vous a été référée par un organisme qui s'occupe de personnes avec des limitations, à ce moment-là, n'hésitez pas à demander de l'aide à ces organismes-là. Ils vont vous aider pour préparer les entrevues avec des personnes qui vont peut-être avoir des besoins particuliers ou qui fonctionnent différemment. Une entrevue classique, je dirais, va peut-être pas fonctionner avec des personnes qui sont issues de la neurodiversité. Donc, faites-vous accompagner par les conseillers dans ces organisations-là. Ils sont là et elles sont là pour ça. C'est des professionnels. Ils connaissent très, très bien leur clientèle et ils savent exactement comment interagir. Et ils vont pouvoir également, et elles vont pouvoir également vous aider dans vos processus d'accueil et d'intégration. D'abord, est-ce qu'on en a des processus d'accueil et d'intégration? Est-ce que quand quand on a finalisé un recrutement, est-ce qu'on accueille nos nouveaux et nos nouvelles employés? Est-ce qu'on a des mesures pour les intégrer? C'est toutes ces questions qu'on peut se poser. Je dirais, quand je vais faire de la formation ou des interventions, là, une question, est-ce que vous avez des processus d'accueil et d'intégration? Souvent, il n'y en a pas. C'est informel. Puis là, en plus, avec la COVID qui nous a obligés à faire du recrutement en ligne, à intégrer nos nouveaux et nos nouvelles collègues en ligne, ça a été tout un changement de paradigme et de façon de faire. Donc, se doter de processus, de procédures d'accueil et d'intégration minimalement formalisées, ça peut nous aider quand même à fidéliser aussi nos nouveaux collègues, nos nouvelles collègues. Je vous dirais, quand on s'en va d'une organisation, quand on quitte une organisation pour tout un tas de raisons, là, le premier jour, on s'en souvient. Si on a été bien accueilli, on va s'en souvenir. Si on a été mal accueilli, on va s'en souvenir également. Puis on peut avoir des réflexions comme « Ah, ben de toute façon, je m'en doutais que je ne resterais pas longtemps ici. Là, avec l'accueil que j'ai eu, il n'y avait même pas mon chef de service pour m'accueillir. Donc, vraiment, on ne prend pas soin de nous dans cette organisation. » Donc, si on se veut une organisation inclusive, c'est sûr que de faire attention à nos processus et nos processus d'accueil et d'intégration, c'est bien important. Si on veut aussi être inclusif comme organisme, inclusif comme entreprise, c'est également si on veut faire des choses pour certaines personnes qui sont issues de la diversité, sans être... On peut balancer des fois entre un traitement égal, un traitement équitable. Oui, mais si je fais quelque chose d'équitable, ça va être inéquitable pour quelqu'un d'autre. Si je fais des accommodements, comment ça va être perçu? Donc, je vous donne un exemple. Si vous accueillez des personnes ou une personne immigrante, un travailleur étranger temporaire ou une personne immigrante qui est résidente permanente ici, mais dont c'est le premier emploi, une manière intéressante de l'accueillir, c'est de lui proposer ou de l'intégrer, c'est de lui proposer une petite rencontre pour lui expliquer, regarde, on va regarder ta fiche de paye, comment elle se décompose. Si on est dans un milieu syndiqué, de lui dire, tu sais, tu vas avoir une cotisation syndicale, peut-être que dans ton pays, ça n'existe pas ou ça ne fonctionne pas comme ici, mais voilà pourquoi il y a une cotisation syndicale, voilà à quoi sert le syndicat. Et
peut-être ouvrir cette rencontre-là à toute votre organisation parce que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ben, peut-être qu'ils vont être intéressés pour avoir ces informations-là. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour une catégorie de personnes issues de la diversité, proposez-le à tout le monde parce que c'est toujours intéressant hein, d'aller vérifier, valider que, oh, finalement, mon talon de paye, je ne le regarde pas tant que ça, mais oui, finalement, je n'avais pas pensé que cette ligne-là, ça correspondait à ça, puis cette ligne-là, ça correspondait à ça. Donc, essayez de mettre en place des petites mesures qui vont faciliter et qui vont faciliter l'accueil et l'intégration de vos nouveaux employés, qu'ils soient issus de l'immigration ou autres. Mais ça peut être ouvert à tout le monde. Des façons de travailler aussi, des accommodements qu'on va peut-être mettre en place pour certaines catégories de personnes, bien, ouvrons-les à tout le monde, là, proposons à tout le monde d'en profiter. Je pense à la flexibilité sur les horaires de travail. On va aussi peut-être offrir des congés spéciaux. Donc, tout ça, c'est à penser et de se dire, bon, on va peut-être offrir des programmes, on va offrir des choses intéressantes à nos employés pour bien les accueillir, bien les intégrer. Mais ça ne s'arrête pas là. On veut qu'ils restent nos employés. On veut garder notre monde parce qu'on a eu du mal à trouver une personne qui avait les compétences dont on avait besoin. On est content d'avoir cette personne-là avec nous. On veut qu'elle reste le plus longtemps possible, même si on sait qu'aujourd'hui, le monde du travail est en stylet, il y a beaucoup de mouvements dans les organisations. Mais on veut faire le maximum pour garder notre monde. Donc, assurons aussi notre relève. Nous, ce qu'on avait fait au conseil d'administration, c'est qu'on avait des difficultés, je ne sais pas vous, là, mais ce n'est pas toujours évident de recruter sur un conseil d'administration, c'est du bénévolat. C'est des heures, mais c'est tellement enrichissant que c'est vraiment le fun. Là. Mais nous, on était quand même, quand je suis arrivée là, autour de la table, la moyenne d'âge était pas, elle était assez élevée. J'étais le bébé, hein, c'est vous dire. Donc, on se disait, ben, comment on peut assurer notre relève, comment on peut faire en sorte qu'on soit attractif comme conseil d'administration. Et on a mis en place un programme pour la relève issue de la diversité. Donc, non seulement on voulait attirer la relève, donc des jeunes de moins de 35 ans, mais on voulait aussi offrir la possibilité d'une expérience, d'une première expérience sur un conseil d'administration à une personne issue de la diversité. Et puis pour nous, c'était intéressant d'avoir un point de vue nouveau, un point de vue d'une personne plus jeune, avec une autre expérience, avec une expérience aussi d'un pays autre que le Québec, le Canada. Donc, ça donne aussi peut-être à cette personne-là envie de rester, une fois que son année est passée, au conseil d'administration parce que ben, la personne a aimé l'expérience et puis elle s'est fait des bons contacts. Donc, on peut mettre plusieurs mesures en place par rapport à la dotation, soit pour nos employés, soit pour notre conseil d'administration. Et puis, je vous dirais, on a aussi dans notre diagnostic, donc, de voir ben, qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on s'en va. Donc, une fois qu'on a fait notre diagnostic, on travaille notre plan d'action. Notre plan d'action, généralement, il est enchâssé dans une planification stratégique. Je ne sais pas si toutes les organisations qui sont là aujourd'hui se sont dotées d'une planification stratégique, mais une fois qu'on a fait notre diagnostic, ça nous permet d'identifier nos besoins, ça nous permet d'identifier des pistes sur lesquelles on veut travailler et de se donner des objectifs. On peut aussi mettre en place des indicateurs. J'ai vu qu'il y avait une question sur les indicateurs de performance qu'on pouvait utiliser. Il y a des indicateurs qu'on peut utiliser en ressources humaines. Je sais qu'on se dit toujours, ouais, on a des indicateurs de performance en ressources humaines, mais on travaille des humains. Ben oui, c'est parce qu'on va avoir des indicateurs sur nos pratiques. Et puis, on peut aussi avoir un indicateur qui va nous donner le portrait de notre organisation. Et
On peut avoir des indicateurs aussi qualitatifs, mesurer la satisfaction de nos employés, de nos administrateurs, de nos administratrices, pour savoir comment on peut s'améliorer et leur demander de proposer des pistes d'amélioration. Donc, à partir de ce diagnostic qui soit fait sur nos processus, nos procédures et aussi du portrait qu'on peut avoir de notre organisation, eh bien, on va se donner des objectifs. Vous avez sans doute entendu parler des objectifs SMART. Il faut avoir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables. Il faut que nos objectifs soient réalistes. Donc, si on est une petite organisation de 15 employés, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir mettre en place des mesures comme la Banque nationale peut mettre en place là, à l'échelle qu'elle a. Mais, c'est quoi nos objectifs? C'est quoi notre cible? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis, ce qui est très important, tout le monde est concerné dans l'organisation par le DENI. Ce n'est pas de la responsabilité des ressources humaines, ce n'est pas de la responsabilité unique de la direction ou de la présidence du conseil d'administration. C'est tout le monde. Et c'est sûr que si on a l'appui de la direction, si on a l'appui de la présidence du CA, évidemment, ça va faciliter les choses. Mais c'est vraiment tout le monde dans l'organisation, toutes les personnes qui font partie de l'organisation sont concernés par l'équité, la diversité et l'inclusion. On est inclusif avec nos collègues. On est inclusif quand on est chef d'équipe, quand on est superviseur, quand on est directeur, directrice. Mais avec notre collègue dans la même équipe, on essaie d'être inclusif aussi. On parle beaucoup d'être un ou une alliée, des choses comme ça. Donc, on n'ira pas là-dedans aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais dans toutes les ressources que je vous ai mises, vous allez avoir aussi des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on vous propose pour être inclusif et inclusif? On a aussi, j'essaye, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais d'être inclusive dans la façon que j'ai de m'exprimer, toutes et tous, les administrateurs, les administratrices. On n'est pas habitué à utiliser une écriture inclusive, on n'est pas habitué à parler de manière inclusive. C'est pas comme ça qu'on a été éduqué, en tout cas pas moi. Donc, il y a un travail à faire par rapport à ça aussi si on veut démontrer l'inclusion, si on veut démontrer qu'on est une organisation inclusive, sans aller révolutionner tous nos documents, sans aller changer toute notre documentation. On peut se donner des objectifs aussi d'utilisation de communication inclusive dans notre organisation. Je vous ai mis des outils là-dessus aussi. Est-ce que on prend l'habitude, puis ça, ce serait une bonne chose là, dans nos offres d'emploi, de mettre le titre d'emploi de façon féminine et masculine, ou alors d'avoir une formulation épicène. Comment on va mettre en place cette communication-là, cette façon de communiquer dans notre organisation pour être inclusif et inclusive. Donc, c'est vraiment de travailler petit pas par petit pas, je pense, et surtout de se doter d'objectifs vraiment réalistes. On ne peut pas changer toutes nos façons de faire, mais de commencer à travailler sur une planification stratégique à partir du diagnostic qu'on a fait, bien, ça nous donne un bon air d'aller là et de se dire, bien, cette année, on va faire ça. L'année prochaine, on va faire ça. Puis dans 2 ans, dans 3 ans, on va faire ça. Tranquillement, on va arriver à devenir et à avoir des pratiques plus inclusives dans notre organisation. Et je sais que certains et certaines d'entre vous font des demandes de subventions. Les organismes subventionnaires de plus en plus demandent à démontrer qu'on a des pratiques inclusives. Donc, on peut commencer par ça, faire le diagnostic et puis de dire, ben oui, on a fait notre diagnostic, on s'en va vers ça, on s'en va vers ça, et puis on fait déjà ça, on fonctionne déjà comme ça. Là. Donc, je vois que l'heure avance, fait que je m'arrêterai là. Je prendrai vos questions si vous voulez. Il nous reste 10 minutes si vous voulez qu'on interagisse. Et puis, comme je vous disais, je vous ai mis des ressources pour vous outiller et vous inspirer. C'est tous des liens Internet où vous pouvez cliquer, des outils qui sont gratuits que vous pouvez télécharger. L'Institut EDID, puis l'Institut Équité, Diversité et Inclusion de l'Université Laval
le Rikedi aussi, vous avez beaucoup d'outils, des petites formations, des auto-formations. N'hésitez pas à utiliser ces ressources-là pour vous équiper, pour vous outiller. Et puis, toute l'écriture inclusive. Et puis, je vous ai mis aussi les regroupements de certains organismes comme le ROSEF, la TCRI ou le Conseil québécois LGBT, où là, vous avez la liste des organismes qui peuvent vous aider dans votre région en fonction de l'endroit où vous êtes au Québec, parce que je ne sais pas si vous êtes tous ou toutes de Montréal, mais il y a des organismes partout au Québec qui peuvent vous accompagner pour faire du recrutement, diversifier vos bassins de recrutement, etc. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Corinne. Si vous avez quelques questions, on vous invite à les partager dans le chat. Donc, on a fait un bon tour de piste. Je pense que l'enjeu aussi, après la présentation, c'est toujours de retourner dans son organisation et de se dire, on commence par où? Oui. On sait que les gens, traditionnellement, qui participent à ce type d'ateliers sont déjà des participants avec un certain niveau de motivation qui retournent dans leur organisation où le niveau de motivation n'est pas nécessairement le même. Donc, il y a un enjeu aussi là, d'impliquer les collègues, d'en faire un projet collectif. Donc, je ne sais pas au niveau des valeurs des organisations, comment ça peut se positionner la diversité pour une organisation, peut-être pour qui c'est nouveau, comment on peut faire une place puis démontrer la légitimité de la démarche parce que ça a été soulevé pendant la présentation. Beaucoup de questions ont été évoquées là-dessus, mais comment on peut faire ça sans que ça paraisse opportuniste? Comment on peut convaincre les gens de la légitimité ou de la bonne volonté dont on fait preuve? Je ne sais pas si vous avez quelques éléments à partager là-dessus. Pour des petites organisations, justement, qui n'ont pas nécessairement une grosse équipe de communication ou une expertise en RH. Je vous dirais, puis il n'y a pas de réponse unique à ça, là. C'est vraiment inhérent à la taille de l'organisation, puis aux objectifs, à la mission. Mais je pense qu'on on peut regarder notre mission d'organisation. L'exercice de planification stratégique est intéressant parce que on revoit notre mission, notre vision. Donc, on travaille aussi ensemble. Puis, l'EDI, c'est par et pour. Hein? Il y a beaucoup de collaboration, de concertation, mais on travaille ensemble avec les personnes issues de la diversité. C'est pas moi qui vais décider de comment ça va se passer dans une organisation. C'est avec les personnes qui sont autour de moi. Donc, oui, vous disiez tout à l'heure qu'on retourne dans notre organisation avec beaucoup d'enthousiasme parfois, et puis il faut mobiliser les équipes. Ça, c'est vraiment parfois difficile, mais c'est nécessaire là, de dire est-ce que notre direction va nous appuyer? Une fois que et quand on a la direction qui nous appuie, quand on a la présidence du conseil d'administration qui nous appuie, ça facilite les processus. Donc, il peut y avoir tout un mouvement qui se dit, bon, on s'organise une rencontre et puis on parle qu'est-ce que nos organisations vont faire? Où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, nous, comme organisation? Sommes-nous une organisation inclusive? Est-ce que nos processus, nos procédures sont inclusives? Est-ce qu'on a des changements à apporter? Qu'en pensez-vous? Comment le voyez-vous? Quelles suggestions avez-vous? Quel ressenti avez-vous? Je pense que c'est de poser les questions à nos collègues et de le faire ensemble pour que chacun et chacune se sentent concernés par les changements à apporter. Ça répond à la question, là. Oui, oui. Il y a David aussi dans le chat qui partageait cette préoccupation-là de savoir quels sont les modèles, les ressources pour des petites organisations. On sait que les petites organisations ont généralement moins de moyens, sont souvent très touchées par la pénurie de main-d'œuvre. Donc, des fois, elles fonctionnent avec une équipe réduite, des bénévoles qui sont plus difficiles à mobiliser. Donc, ça serait quoi peut-être là, les premières démarches à entreprendre pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup de ressources humaines, pas beaucoup de moyens financiers pour cheminer? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est une grosse question. Mais ça me ramène tellement à ce que j'ai vécu, parce que j'ai travaillé en organisme communautaire aussi. Là. Des demandes de subventions, j'en ai fait
plutôt 10 fois qu'une, là, et puis je sais que c'est difficile, et puis on n'est pas des professionnels de la demande de subvention. C'est comme les organismes subventionnaires, les ministères demandent de remplir des documents. Des fois, il faudrait avoir fait une maîtrise en gestion de projet pour pouvoir répondre à ces demandes-là. Est-ce qu'il y a des subventions qui sont disponibles? Peut-être aller voir avec Emploi Québec pour commencer, là, allons chercher un peu d'argent parce que c'est le nerf de la guerre. Fait que si on peut aller chercher quelques subventions, si on peut aller chercher un petit peu d'aide financière d'Emploi Québec, par exemple, ben, ça pourrait nous aider à peut-être avoir un étudiant ou une étudiante qui va venir nous aider sur ce projet-là, ou à embaucher une ressource qui va nous aider sur ce sujet-là, ou à dégager une ressource dans notre organisation pour travailler sur ce sujet-là. Ça ne peut pas être du bénévolat. Dès qu'on s'engage dans l'EDI, là, il faut valoriser ce travail-là. Donc, moi, je vous dirais la première chose peut-être, c'est d'aller vérifier auprès d'Emploi Québec, votre conseiller aux entreprises, votre conseillère aux entreprises, est-ce qu'il y a du financement? Est-ce qu'il y a des programmes qui peuvent m'aider comme organisation ou comme conseil d'administration pour mettre en place des processus ou faire notre diagnostic en tout cas? Il peut y avoir des subventions parfois pour faire le diagnostic. Donc, ça peut être intéressant là, avec ce diagnostic-là de pouvoir ensuite travailler sur les plans d'action. Mais je vous dirais, aller à la source financière. Emploi Québec là, a des programmes. Excellent. Je pense que c'est un élément essentiel, puis de le prévoir dans les budgets aussi, parce que quand on a des ressources limitées, ben déjà, ça démontre un intérêt de la direction et du conseil d'administration quand on prévoit des activités de formation et des ressources financières. On va prendre une dernière question. Louise qui nous demande comment contrebalancer le fait que certaines personnes ne seront pas payées pour leur implication, parce qu'on sait que dans le meilleur des mondes, on va chercher des ressources externes, mais des fois, on doit, par contrainte financière, donc comment on peut valoriser cette expertise-là EDI, qu'elle vienne de bénévoles, ou des fois, ça peut être aussi quelqu'un à qui on ajoute un nouveau rôle dans l'organisation, comment on leur dit merci? Là encore, c'est une vaste question. Valoriser l'implication bénévole, quelle qu'elle soit, là, que ce soit en EDI ou autre, je trouve que c'est important. Donc, d'organiser des activités où on va mettre de l'avant le travail bénévole qui a été fait dans votre organisation. Ça peut prendre différentes formes, mais c'est vraiment de le montrer, de faire une activité où on dit que la personne, c'est cette personne-là qui est l'acteur ou l'actrice du changement, qui est le porteur ou la porteuse du dossier, c'est votre personne ressource dans l'organisation. Donc, c'est de valoriser la personne aussi. Au niveau du bénévolat, oui, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les ressources. Je ne sais pas si ça se fait à Montréal, mais je sais qu'à Québec, il y a un programme qui s'appelle Bénévoles d'expertise, où là, il y a des bénévoles, des professionnels qui vont donner un coup de main aux organismes de façon bénévole. Et là, ça peut apporter un gros plus aux organisations. Encore une fois, je sais que je ne vends pas mes services, là, je suis consultante, je devrais vous vendre mes services, mais ce n'est pas dans mon ADN. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de travailler avec les organismes du milieu. Ce sont des professionnels qui connaissent très, très bien les personnes avec lesquelles ils et elles travaillent. Donc, ils peuvent vous aider. Il y a le RICEDI, là, je l'ai mis dans les références. C'est un regroupement d'organismes qui fait de l'EDI. L'Institut aussi à l'université, il doit y en avoir aussi à Montréal qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qui se fait là au niveau des organismes financés par différents ministères qui peuvent vous apporter de l'aide, puis ça de façon gratuite, là, ils sont financés pour ça. Oui. Il y a Yannick qui nous rappelle pour les membres, en fait, le Centre d'action bénévole de Montréal et les centres d'action bénévole de façon générale permettent d'afficher des mandats. Puis également, mais je pense que
Nous, à travers nos activités, on met en contact des candidats qui veulent rejoindre, candidates qui veulent rejoindre les conseils d'administration. Donc, c'est toujours une opportunité également pour certaines personnes, avant de rejoindre le CA, d'apprendre à connaître l'organisation, de développer certains liens, participer aux activités d'un comité pour plus tard peut-être rejoindre votre conseil d'administration. Donc, il est déjà 13 heures. On va devoir Est-ce que vous me s'arrêter. permettez juste Oui, juste un un tout petit petit mot de la ajout fin. rapide? Oui. Là, je me suis connectée avec une autre adresse que celle que j'ai habituellement là, pour des questions techniques, mais d'habitude, à côté de mon nom, il y a toujours elle, she, her, parce que c'est une marque pour dire je suis une alliée de la diversité, notamment de la diversité LGBTQ+. Donc, si vous voyez des gens qui affichent sur leur profil LinkedIn, par exemple, parce que c'est une fonction qu'on a, on peut mettre ça sur nos profils LinkedIn, c'est une marque d'inclusion. C'est une marque que vous êtes inclusive, inclusif. C'est une marque que vous êtes sensible à la diversité, quelle qu'elle soit. Et si vous le mettez dans vos signatures aussi électroniques ou sur vos cartes d'affaires, ça c'est vraiment important. Là, c'est une vraie marque de dire là, je suis un allié, je suis une alliée. Et par les temps qui courent, on sait que c'est un enjeu d'actualité et fort important. Merci énormément, Corinne, pour la présentation qui vous a été envoyée tout à l'heure à 12h45, ainsi qu'un lien pour évaluer le webinaire. On apprécie toujours vos commentaires, vos suggestions. Donc, le webinaire est rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, ainsi que du soutien de l'agglomération de Montréal. Merci énormément. La semaine prochaine, on se retrouve avec Karine Joly pour parler d'urgence et de priorité. Donc, comment déterminer ce qui est prioritaire dans nos organisations pour les individus, mais également pour les organisations. Donc, dans un contexte où on manque de temps et d'argent, mais qu'est-ce qui fait que on ramène quelque chose en haut de la pile des priorités? Donc, c'est une petite heure qu'on vous invite à passer avec nous pour faire le tour de cette formation qui se donne généralement en format plus long avec le Centre Saint-Pierre. Donc, merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que le sujet va animer des discussions et des échanges au sein de vos organisations. Donc, on se laisse là-dessus. Merci encore, Corinne, et bon Merci à vous. après-midi à toutes et à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.